Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, un site qui essaie de démontrer que l'humanité, progressivement, évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est un fonctionnement écologique parfait, universel parfait, donc la paix universelle réalisée, un fonctionnement où l'humanité euh, aura atteint sa plénitude technique, sociale, etc., c'est politique, c'est-à-dire que le, tout appartiendra au patrimoine universel. On aura dépassé le principe des nations. Pour l'instant, on évolue dans cette mécanisme, dans cette mécanique-là, mais on voit bien que on est en train de faire passer des lois sur le patrimoine universel, des lois de plus en plus universelles qui concernent l'ensemble humain. Et on sait maintenant que on ne peut pas rester isolé dans ce monde totalement ouvert et que par exemple, un État, le Brésil, ne pourrait pas décider de brûler la forêt amazonienne. Ça appartient au patrimoine de l'humanité. Et on est en train de faire monter tout un tas de choses au patrimoine de l'humanité. Et ce qui est clair, c'est que tout appartiendra dans 3, 4, 500 ans, peut-être, il faudra peut-être 1000 ans, mais encore possible, mais l'humanité a le temps dans son évolution. En tout cas, on a déjà construit les structures pour fonctionner universellement. Mais à un certain moment, ben voilà, on aura abouti, l'humanité sera aboutie, on aura réussi à la rendre totalement écologique et à faire de cette planète le paradis qu'elle mérite d'être et dont elle a la vocation d'être, parce que elle est faite pour être un paradis. C'est évident que quand on aura réglé le problème de maltraiter notre espace, de maltraiter les autres espèces, de se maltraiter nous-mêmes, on aura réglé le truc. Donc l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, etc. Voilà, alors pour ce faire, je m'appuie soit sur des ouvrages, soit sur des émissions ou des, des audios, par exemple, là, je suis en train de travailler sur une émission de France Culture consacrée à Aristote avec philosophie et, dans laquelle interviennent deux philosophes, Pierre Pellegrin, philosophe et chercheur au CNRS, et René de Nicollet, agrégé de lettres classiques euh, et, euh, et docteur en philosophie à l'université de Princeton. Voilà. Et donc, je reprends l'écoute et je commente, euh, je commente cette écoute et voilà, je mets mon grain de sel là-dedans. Voilà, à très bientôt. Lequel, alors là, l'antiplatonisme est radical, puisque on a une défense extraordinaire de l'idée que la multitude est souvent en matière politique meilleur juge qu'un seul, et même si ce un seul est l'un des meilleurs. Voilà, alors, que le peuple soit plus intelligent que l'aristocratie, c'est indéniable, c'est clair. C'est un peuple qui n'est pas abusé, hein, un peuple qui n'est pas maltraité, qui n'est pas manipulé. Là, le peuple actuel en France, on voit bien que après 30 ans de ce néolibéralisme, euh, on pourrait dire euh, narcissique et occidentalocentrique et raciste, on peut carrément le voir comme ça, euh, ce qu'on diffuse dans les médias oligarchiques, les médias qui appartiennent à l'oligarchie et qui déteignent sur l'ensemble des médias finalement. Hein. Mais enfin,
voilà, les médias oligarchiques sont en train de prendre des boucs émissaires, voilà, de faire, d'empêcher de, de vivre en harmonie, en fraternité, etc. Et donc le peuple est totalement manipulé. On le voit, hein, on veut qu'il déteste telle autre nation. Il suffit d'une grande technique médiatique et d'un seul coup, voilà. Donc il y a quelque chose qui est là. Le peuple n'est pas, euh, il est abusé et donc son point de vue, son intelligence est abîmée. Mais un peuple qui n'est pas manipulé ne votera jamais pour des extrêmes, par exemple. Il ira vers le centre, il cherchera quelque chose le plus, le plus bienfaisant, le plus ouvert, le plus universaliste. Il va voter naturellement pour le plus fraternel, le plus gentil, en somme, dans la forme, le moins pervers, en gros. Ça sera lui qui sera élu. Et clairement, s'il n'est pas manipulé, il ne se trompe pas, il est dans cette chose-là. Et globalement, son intelligence est elle est beaucoup plus forte, plus élevée que celle de l'aristocratie, parce que c'est l'intelligence du QE, l'intelligence du coefficient émotionnel mélangé au coefficient intellectuel dans le peuple, dans la globalité du peuple. Mais il y a cette intelligence d'amour, de fraternité, etc., qui fait que le peuple est au-dessus et c'est pourquoi l'humanité choisit progressivement la démocratie, la souveraineté du peuple, des dominants qui montent en tête de ligne, mais pour appliquer les valeurs et la philosophie du peuple par essence, moins agressif, moins violent, moins narcissique, moins méprisant pour les plus faibles, etc., etc. Il faut examiner si l'excellence de l'homme de bien et celle du bon citoyen sont identiques ou non. Mais assurément, s'il nous faut entreprendre une recherche sur ce point, il faut en premier lieu saisir, à l'aide d'une image, ce qu'est l'excellence du citoyen. De même que le marin est l'un des membres d'une communauté, nous disons qu'il en va de même du citoyen. Et quoique les marins soient différents par leurs fonctions, car l'un est rameur, un autre pilote, un autre chef de proue, un autre reçoit quelque autre titre de ce genre, il est clair, d'une part, que la définition la plus exacte de l'excellence de chacun lui sera propre, mais que, d'autre part, il y aura aussi une définition commune qui conviendra à tous. Voilà, et cette définition commune, maintenant, elle passe du bateau à l'humanité, voilà, à la grande barque, au grand fleuve de l'humanité. Maintenant, c'est ça. Et cette appartenance commune et le fait d'apporter tout ce qu'on est à cette humanité va commencer à prendre conscience dans l'esprit de l'humanité. On va se rendre compte que chaque être humain ne fait que construire l'humanité dans son ensemble, en croyant travailler pour sa barque, pour soi-même, pour sa famille, pour son village, sa patrie, sa communauté religieuse ou autre. En réalité, tout cela, appartient à l'humanité dans son ensemble, à la totalité de l'humanité, en fait. C'est une illusion d'imaginer que ce qui risque de perdurer, c'est la nation, par exemple. La nation sera dépassée comme il y a 1500 ans, elle n'existait pas, la nation française, ou il y a même 3000 ans, 300 ans, ça n'existait pas. Il y a 15 000 ans, les religions, les communautés religieuses n'existaient pas. On appartenait à d'autres appartenances. Et dans 3, 4, 5 siècles, quand l'humanité aura atteint son ultime perfection, on appartiendra avant tout à l'humanité. Et
peut-être qu'on continuera à avoir nos appartenances religieuses, etc., mais qui seront passées au domaine folklorique plutôt, disons, folklorique, mais c'est pas le terme, mais disons que elles seront secondaires, voilà, s'il existe encore ce type de... Car la sécurité de la navigation est leur affaire à tous. Elle Voilà. est en effet ce que des... La sécurité de la navigation est affaire de tous, mais la sécurité de l'humanité devient affaire de tous. Donc, dans peu de temps, on sera obligé de comprendre ça. Et d'ailleurs, voilà, on a vu le monde d'un seul coup. On travaille inconsciemment, tout converge pour qu'on travaille de façon universelle. Le virus du Covid, c'est pas le hasard qu'il arrive maintenant au moment où on peut arriver à gérer. Ça ne veut pas dire qu'on l'a mis ou que ça soit Dieu qui de son doigt, etc. Non, mais en tout cas, tout est cohérent dans cette évolution. Et là, on voit qu'on a géré cette chose-là universellement. Le monde d'un seul coup s'est arrêté. Donc on est capable d'arrêter le monde, on est capable de fonctionner universellement. C'était une sorte de baroud d'essai, en gros. désir chacun des marins. Eh bien, il en est de même pour les citoyens. Bien qu'ils soient différents, la sécurité de la communauté est leur affaire, et la Constitution Voilà. est cette communauté. Et Aristote pensait ça, et Aristote, s'il était aujourd'hui, il penserait la communauté universelle. Voilà, tout simplement. Parce qu'il était tourné vers le futur. Et donc, il aurait compris qu'aujourd'hui, c'est plus la communauté c'est plus le groupe humain de la Grèce. Ça va plus là, ça va plus loin. Pourquoi l'excellence du citoyen est nécessairement fonction de la Constitution? Et puisqu'il y a plusieurs sortes de constitutions, il est évident qu'il n'est pas possible pour qu'il y ait pour le bon citoyen une excellence unique, l'excellence parfaite. De l'homme de bien, au contraire, nous disons qu'il est tel selon une vertu unique, la vertu parfaite. Que donc il soit possible, tout en étant un bon citoyen, de ne pas posséder la vertu qui fait qu'on est un homme de bien, c'est manifeste. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Alors là, c'est le premier argument tout à fait important d'Aristote dans Les Politiques au livre 3. Chapitre 4, il nous dit donc que l'excellence en matière politique, l'excellence du citoyen, est tout autre chose que l'excellence plus privée de l'homme de bien. Ça, c'est pas du tout ce que disait Platon, qui identifiait les deux. Pouvez-vous nous proposer un commentaire éclairant, René de Nicolaï, de cette conviction aristotélicienne? Très, très volontiers. Le texte fait écho à un autre texte fondamental qui est le premier chapitre du livre 4 de la politique, dans lequel Aristote dit clairement quand on se pose la question du thème de l'émission d'aujourd'hui, à savoir quel est le meilleur régime politique, en fait la question peut se spécifier de différentes manières. On peut se demander quel est le meilleur régime absolument, c'est-à-dire quel est le meilleur régime, quasiment le régime parfait, quel est le meilleur régime dans telle ou telle circonstance, et puis quel est le meilleur régime dans la majorité des cas. Régime qui s'avérera être cette fameuse polithéia, ce fameux gouvernement constitutionnel. Bon. En fait, le meilleur régime, c'est évidemment, on peut penser maintenant, voilà, la démocratie, c'est le plus intelligent de tous les régimes. Une bonne démocratie, pas la démocratie dans laquelle nous sommes actuellement, c'est une oligarchie démocratique. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que les meilleurs se hissent en tête de gondole, et en plus, ça n'est pas forcément les meilleurs. C'est comme on est dans un système népotique, il n'y a que, voilà, c'est pas forcément les meilleurs qui deviennent chefs d'État, ministres, etc. Voilà, il y a très certainement qu'il y a un paquet de meilleurs qui sont empêchés de monter jusqu'à là. Bon, bref, mais les meilleurs montent, et au lieu que ça soit pour appliquer la philosophie, la pensée, la morale, l'éthique du peuple, ils font la politique de l'oligarchie, des 4 ou 5, des 10 grands dominants
du MEDEF, etc. Voilà, de l'oligarchie. Donc ils font la politique pour eux. Donc c'est une fausse démocratie en réalité. Mais globalement, là la démocratie c'est le meilleur système, mais ça pourrait très bien être une aristocratie. Une aristocratie pourrait devenir le meilleur système si les hommes qui font le système, l'idéologie, sont complètement éclairés, complètement éveillés, complètement une aristocratie qui aurait une vision généreuse, bienveillante du peuple, de la nation, de l'humanité aujourd'hui, qui travaillerait pour la nation, pour l'humanité, pour tirer vers l'égalité, donc vers la fin de la démocratie, de l'aristocratie en somme, ben, ça serait un système parfait. Sauf qu'il faudrait que les aristocrates soient des sortes de saints, soient des philosophes parfaits, bienveillants, voilà. Et quand vous avez une cité qui est une démocratie ou une oligarchie, c'est-à-dire même des formes viciées de régime politique, Aristote considère que dans un très grand nombre de cas, il est bon que ces régimes se maintiennent. Pourquoi ? Parce que la loi, qui chez Aristote a une fonction pédagogique, la loi vise à inculquer la vertu aux citoyens et elle y parvient en les habituant à des actes justes. Et la loi ne peut remplir cette fonction que dans la durée. Ce qui fait que si vous avez une révolution tous les 4 matins, en fait, les lois changent perpétuellement et la loi ne peut pas remplir cette fonction d'habituation. Et donc, ça veut dire que pour permettre à la loi de remplir cette fonction d'habituation, il faut que le régime soit stable et il faut que dans chaque régime, même si c'est une démocratie, même si c'est une oligarchie, vous ayez des citoyens qui promeuvent la durabilité, la permanence du régime. Voilà, et là, c'est très intéressant. Et là où on voit que les régimes, à partir des années 80, qui se sont imposés quand le capitalisme a vaincu le communisme et a terrassé, donc a commencé à le flinguer et à jeter le bébé avec l'eau du bain, donc les valeurs communistes qui infusaient la société française. Par exemple, pourtant on était libéral sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, c'était un libéralisme, mais les valeurs du bloc de l'Est, elles transpiraient parce que on pouvait, le capitalisme occidental pouvait pas être ce qu'il est devenu dans le néolibéralisme, c'est-à-dire abusant, maltraitant, pilleur, etc. Parce que sinon, il se serait fait renverser. Ça aurait donné du crédit au Parti communiste qui était très fort dans ces années-là. Donc, le gouvernement, et c'est là où on voit qu'un système oligarchique privilégie, en fait, change les lois. Quand il est arrivé, à partir des années 80, il a changé la donne. Il a commencé à privatiser les médias. Voilà, donc d'un seul coup, il changeait les règles qui étaient établies. Les journalistes ils avaient une sécurité d'emploi, ils pouvaient manifester leurs trucs, ils avaient une sorte de solidarité absolument forte. Ils ne se laissaient pas impressionner, ils étaient... Voilà, et puis ils n'étaient pas sur des chaises basculantes qui fait que maintenant l'oligarchie fait ce qu'il veut avec ses journalistes. Évidemment, à partir du moment où on peut virer quelqu'un, c'est l'esprit critique, il n'a plus rien à voir. Donc, il a commencé à changer des lois, à changer les lois de défense des ouvriers, les lois de protection, les lois qui protégeaient les syndicats, qui protégeaient les droits de grève, etc., etc. Ils ont commencé à changer toutes ces lois en définitive. Donc, c'est bien que ce système n'était pas favorable au peuple, favorable, comme en parle Aristote,
un système qui ne bouleverse pas qui permet au peuple de rester habitué. Là, d'un seul coup, en 1 ou 2 décennies, il a fallu se déshabituer tout à fait d'un système pour passer sur un autre système, et ce qui a perturbé complètement l'humanité. On devait devenir des Américains, c'est-à-dire ne plus avoir de stabilité, pouvoir être sur la peur de pouvoir être éjecté du système, se retrouver dans la rue, etc. Bon, bref. Et Donc ça veut dire, ouais, si je puis me permettre, je vous en prie. j'essaye de comprendre, est-ce que ça veut dire que même des gens pas très bons, pas très vertueux, doivent quand même, c'est ça le but d'une bonne constitution politique, de bonnes institutions, doivent quand même parvenir à être de bons citoyens. Et donc là, on verrait que le caractère très positif du bon citoyen peut advenir même chez des gens pas très vertueux. Absolument. Être un bon citoyen pour Aristote, c'est, dans les différents régimes, permettre au régime de se maintenir et de tendre le plus possible vers la justice. Il y a un élève d'Aristote qui a... Voilà, c'est exactement ce qui se passait dans les 30 Glorieuses. Il y avait une éthique, d'abord le chef avait une éthique absolue, il transmettait ce système à son entourage propre, et puis de façon pyramidale, le peuple avait cette éthique-là. Qui a très bien retenu la leçon, qui est Théophraste, qui a écrit des caractères qui ont inspiré la Bruyère et qui sont, pour cette raison, notamment assez célèbres. Et dans les caractères de Théophraste, vous avez un personnage qui est l'oligarque. Bon. L'oligarque, chez Théophraste, il vit en démocratie, et c'est un très mauvais citoyen en démocratie, parce qu'il ne joue pas le jeu de la démocratie. Il essaye de diviser tout le monde, et en fait, il est clair que ce serait même un très mauvais citoyen en oligarchie, dans le régime qu'il prône, parce qu'en fait, il fait du mauvais esprit, constamment, il empêcherait le régime d'être stable. Et donc, c'est exactement ce qu'ont fait les oligarques en réalité. Et c'est pour ça qu'il y a cette instabilité. Même s'ils ne l'ont pas fait directement, mais ils ont eu un très très mauvais esprit. Ils ont essayé de récupérer tout l'argent qu'ils pouvaient, que ça soit que le système les gratifie eux en disant que ça allait ruisseler, etc. Bon, bref, ils ont vraiment abusé des hommes politiques et du peuple. Même quelqu'un qui a des convictions oligarchiques, ce qui pour Aristote est tout à fait sous-optimal, même vicieux, pourrait être un bon citoyen s'il poussait un peu dans le sens du régime dans lequel il se trouve et essayait de le rendre de plus en plus modéré. Alors, Voilà. je vais maintenant d'accord, donc Aristote n'aimait pas l'oligarchie. Il avait raison. Pierre Pellegrin, le texte du livre 3. Mais c'est pas de ne pas l'aimer, c'est de le critiquer, disons. Aristote nous dit, tous les régimes peuvent avoir des bons aspects, des mauvais aspects. Vous nous avez bien expliqué tout cela, Pierre Pellegrin et René de Nicolaï. Mais quand même, si je dois choisir, dit Aristote, je pense que celui qui est ce que nous appelons la démocratie, ce que lui il appelle le régime, où tout le monde participe au pouvoir et juge en politique, eh bien c'est le meilleur. On écoute. Bien sûr, je suis d'accord avec Aristote. Qu'il faille que la masse soit souveraine, plutôt que ceux qui sont les meilleurs, mais qui sont peu nombreux, cela semblerait apporter une solution qui, certes, fait aussi difficulté, mais comporte aussi sans doute du vrai. Car il est possible que de nombreux individus, dont aucun n'est un homme vertueux, quand ils s'assemblent, soient pourtant meilleurs que les gens dont il a été question. Bien sûr, parce qu'on se tient... individuellement, mais collectivement. Mais comme les repas collectifs. D'où il faut que ce soit que le système, que l'ascenseur social fonctionne, parce que l'éthique des ouvriers, si les ouvriers sont au contact, les fils d'ouvriers sont au contact des fils de bourgeois dans l'élite, à l'ENA ou ailleurs, d'un seul coup, l'éthique change, et c'est les plus éthiques qui se répandent. C'est pas le plus... voilà, c'est donc ça s'élève par le haut, parce que forcément, celui qui est le plus éthique a le plus reçoit le plus de visibilité, d'amour, comment on dit, de célébrité, pas de célébrité, mais de popularité, voilà.
Et donc, il est suivi. Et quand ça a été comme ça, d'ailleurs, au moment où ça a été comme ça, quand c'était les Sartres, etc., ils arrivaient avec une éthique vraiment importante. Et donc, ils ont mis une sorte d'image dans la philosophie. Ils ont imprimé une sorte de truc. C'est autre chose quand, ceux qui ont le pouvoir en philosophie sont claniques, sont injustes, sont etc. etc. Voilà. Sont meilleurs que ceux qui sont organisés au frais d'une seule personne. Comme ils sont nombreux, en effet, chacun possède une part d'excellence et de prudence. Et quand les gens se sont mis ensemble, de même que cela donne une sorte d'homme unique, aux multiples pieds, aux multiples mains et avec beaucoup d'organes des sens, de même en est-il aussi pour les qualités éthiques et intellectuelles. C'est aussi pourquoi la multitude est meilleure juge en ce qui concerne aussi bien les arts que les poètes. En effet, les uns jugent une partie, les autres... Là, je ne suis pas d'accord sur les arts et sur les poètes. Sur la politique, oui. Parce que l'art, pardon, c'est l'avant-garde. Et l'avant-garde, elle bouscule les mœurs, elle bouscule, elle n'est pas d'accord avec le monde tel qu'il est là. Elle va plus loin, elle se projette sur les trucs. Donc, elle peut provoquer, elle peut agresser l'œil, elle peut agresser, mais ça, c'est son rôle. Et donc, l'art, il doit être indépendant du peuple. Il trace sa route, voilà. Et le peuple le constate, c'est tout. Le prend... une autre, et tous jugent le tout. Il reste donc à faire participer ces gens-là aux fonctions délibératives et judiciaires. En effet, quand ils sont tous réunis, ils possèdent une juste perception des choses, et mélangés au meilleur, ils sont utiles aux cités. Comme un aliment impur mélangé à un aliment pur rend le tout plus profitable qu'une trop petite quantité d'aliments purs. Par contre, pris individuellement, chacun a un jugement imparfait. Et c'est toujours Jules Barbier d'Avec Philosophie qui est notre lecteur d'Aristote ce matin. Pierre Pellegrin, immense texte, probablement une des seules, enfin, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire de la philosophie, des très grandes défenses de l'idéal démocratique, parce que beaucoup de philosophes étaient peu démocrates, et probablement aussi défense du régime athénien du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a été fondé par Clisthène. Il y a quelque chose comme un hommage qui est rendu là par Aristote. Est-ce qu'on peut dire ça? Peut-être, oui, peut-être. Aristote croit à la vertu du collectif, ça fait aucun doute, comme il pense que les hommes sont fondamentalement bons. Voilà, alors ces deux choses, je suis absolument d'accord. Les hommes sont fondamentalement bons, c'est clair, et c'est pourquoi l'humanité parviendra à sa perfection, à son ultime perfection, c'est-à-dire que l'homme ne soit plus jamais nulle part un loup pour l'homme, que plus aucun homme ne s'affirmera aux dépens d'autrui. On arrivera à ça, parce que c'est le fond de l'être humain. L'être humain est comme ça, il est par accident, il abuse de ses congénères, par accident, il maltraite les autres, parce que il est plongé dans un tissu de valeurs qui font que c'est comme ça. Il faut devenir riche rapidement, il faut... etc., même en marchant sur les pieds sur la tête de son voisin, etc. Donc, tout un tas de systèmes. Et puis, il y a l'éducation, la façon dont on a été élevé, dont on a été surveillé, etc. Donc, ça, on atteindra ce truc. Ça, c'est clair. Et le collectif, évidemment, et maintenant, dans mon esprit, dans ma théorie, le collectif, c'est l'humanité. C'est plus la nation, c'est fini. Pour moi, je ne pense plus qu'en termes d'humanité. C'est l'humanité qui évolue vers son ultime perfection. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo et puis on va en refaire une dans la foulée.